Ça fait plaisir de t'entendre. Et dis donc, c'est bientôt ton anniversaire. Une année de plus au compteur, bientôt 10 ans. Comment se passe cette fin d'année à l'école ? Super! Les maths, c'est pas toujours très clair, mais on fait un truc génial cette année et je t'appelle justement parce que je voudrais t'inviter au concert. Ah oui ? Quel genre de concert ? Le projet Eugène. Le projet Eugène ? Mais qu'est-ce que c'est ? Va falloir que tu m'expliques. Bah, Eugène, comme Eugène Poubelle. T'as pas appris ça à l'école, toi? Pas vraiment, ça ne me dit rien. Explique-moi. Quoi? Tu connais pas Eugène Poubelle? C'est pas juste un nom rigolo, hein. C'est un monsieur super important. C'est lui qui a eu l'idée de mettre nos déchets dans des boîtes fermées au lieu de les balancer n'importe où dans la rue. Avant, c'était dégoûtant. Les gens jetaient tout par la fenêtre, même les restes de repas. Berk, dégueu. Et lui, en 1884, il a dit « Non mais ça suffit, on va organiser tout ça ». Alors il a obligé tout le monde à utiliser des sortes de seaux qu'on a baptisés « poubelles » comme son nom de famille. Franchement, il a carrément sauvé Paris des mauvaises odeurs et des maladies. Trop fort, non? Ah ouais, trop fort. Mais attends, c'est pas tout. Eugène Poubelle vient de Caen, en Normandie. Ils doivent être super fiers de lui. Il est né en 1831 et avant d'être le monsieur des poubelles, il a fait plein de choses. Avocat, professeur de droit et même préfet de Paris. C'est là qu'il a eu son idée géniale des poubelles, mais pas que. Il voulait aussi qu'on trie les déchets. Une boîte pour les matières putrescibles, une pour le papier et les chiffons, et une pour le verre et les coquilles d'huîtres. Mais à l'époque, les gens n'ont pas trop suivi. Dommage, hein. On aurait pu commencer le recyclage bien plus tôt. Et alors, du coup, c'est quoi le projet Eugène ? Justement, le projet Eugène, c'est un truc génial. L'idée, c'est de faire comme lui, mais en mieux. Monsieur Poubelle voulait qu'on trie les déchets, mais à son époque, les gens s'en fichaient un peu. Alors nous, on reprend son idée en apprenant à mieux trier nos déchets. On va faire un grand concert avec des chansons pour expliquer à tout le monde comment s'y prendre. Parce que le problème, c'est pas juste d'avoir des poubelles, c'est de savoir quoi mettre dedans. En gros, on fait revivre Eugène, mais version 2.0. T'imagines s'il voyait ça aujourd'hui? Il serait trop fier. Bon, je m'assois, raconte-moi tout ça parce que ce n'est pas encore très clair. Pour nous, le projet Eugène a commencé quand notre maîtresse nous a fait un drôle de questionnaire. Trop dur. Du genre ? Par exemple, quelle est la durée nécessaire pour qu'une canette de soda se décompose dans la nature? A. 2 ans. B. 10 à 20 ans. C. 200 à 500 ans. D. 500 à 2000 ans. Alors, tu sais toi, tonton? J'aurais dit la B de 10 à 20 ans ? Eh non! C'est la C. Entre 200 et 500 ans. Oups. Mais t'inquiète, on se fait tout savoir. Bref, ce questionnaire servait surtout à évaluer nos connaissances au début du projet, et même qu'on va le refaire en fin d'année. Après ça, on est allé visiter l'UVE, mais je parie que tu sais même pas ce que c'est. Effectivement. Ouah, t'es vraiment trop nulle. Élise, ce n'est pas parce que je ne sais pas tout que je suis nul. Bon, explique-moi simplement. Ouais. L'UVE, c'est une usine. U comme unité, V comme valorisation, E comme énergétique. L'unité de valorisation énergétique. En gros, c'est là que toutes nos poubelles noires sont brûlées. Je pensais qu'on les enterrait. Bah non, hein. C'est les encombrants qu'on enterre. Je croyais qu'il n'y avait plus vraiment d'encombrants. Oui et non. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Mais en gros, on enterre encore pas mal de choses. Comme le tout venant des déchetteries ou les objets ramassés dans la rue. Ah, d'accord. Et cette usine alors ? C'est trop cool. On a d'abord visité l'espace pédagogique où on a appris plein de trucs sur le tri. Et ensuite, on s'est promené dans l'usine. Tu savais qu'il y avait un énorme grappin qui attrape les déchets pour les mettre dans le four?
peu effrayant, ce grappin. Carrément. C'est un grutier qu'il contrôle. On lui a posé des questions. Regarde, je te montre. Bonjour les enfants. Je m'appelle Zara. En quoi consiste votre métier? Je suis conducteur pontier dans une usine à la Sirac que vous avez déjà visitée. Votre métier est-il difficile? C'est dur à appréhender au début sur la première année pour apprendre comment tout fonctionne, au niveau mécanique, au niveau pratique et même l'organisation complète. Le mélange, si il est mal fait par exemple, je ne vais pas avoir une bonne énergie dans mes fours, ça va faire descendre mes fours, on va perdre de l'énergie, on va moins bien chauffer les gens qu'on est censé chauffer. Donc c'est un métier qui est facile à apprendre, mais difficile à mettre en pratique quand même à ce niveau-là. Vous dites chauffer des gens, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc on doit brûler des déchets. Nos fours sont à entre 1000 et 1200 degrés, donc ça fait une grosse chaleur. Et avec ça, on chauffe des grosses chaudières, c'est de l'eau chaude comme ça. Et on envoie ça avec un réseau de chaleur. Donc ça part de notre usine et ça va jusqu'à la ville d'Hérouville qui est pas mal distribuée quasiment dans sa totalité avec la piscine, jusqu'au CHU également. On envoie aussi cette eau surchauffée dans des serres par le mode de notre usine. Et avec tout ça, ça permet aux gens d'avoir du chauffage, tout simplement. Vu que tu sembles en connaître un rayon sur les déchets, tu peux me dire pourquoi les éboueurs n'ont pas ramassé mes poubelles l'autre jour? Ripper. Hein? On dit ripper. Ça vient d'un verbe ripper, du verbe glisser en fait. Parce que l'agent, quand il va chercher le bac, il manipule en glissant le bac. Donc c'est devenu le mot ripper. Bonjour, je m'appelle Divine. Ramassez-vous les poubelles qui sont mal triées? Non, parce qu'on informe nos agents de ne pas collecter le tri sélectif qui n'est pas bon. On demande aux agents qui mettent du non conforme pour qu'on puisse identifier l'usager qui a mal trié. Et après, on se rend sur place pour redonner des conseils de tri pour que ça soit mieux trié pour le prochain coup. Pourquoi ne ramassez-vous pas les sacs au sol? D'un sac qui est par terre, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé en fait. On peut avoir une personne qui se drogue et jette une seringue et que les agents se piquent et il y ait des accidents sur ces choses-là. Julien nous a expliqué aussi que le mois de Noël était le pire de l'année. On augmente forcément le flux de sélectifs, les bacs jaunes, et aussi en ordures ménagères, donc les bacs gris. Et après, on a aussi les plus grosses périodes, c'est arrivé l'été, le déchet vert. Mais tu sais, il aime vraiment son métier, hein? Oui, j'aime mon métier en tant que responsable, mais aussi en tant que chauffeur ripper, parce qu'on fait un pas sur l'environnement. On est des personnes qui sont nécessaires pour que le déchet ne s'envole pas dans les villes. Donc, c'est un très bon métier.
C'est vraiment intéressant. Je comprends que ce projet te captive. Et dis donc, je savais pas que tu avais une aussi jolie voix. Petite cachotière. Merci tonton. En tout, on a fait 15 entrevues avec plein de professionnels qui travaillent en lien avec les déchets. On a appris des trucs de ouf. Tiens, ça par exemple, tu connais la Brigade Verte ? La Brigade Verte a été créée en 2022. Elle a pour objet donc de lutter finalement contre les incivilités en lien avec les infractions à l'environnement et notamment les jets de déchets sur la voie publique. Mais pas uniquement, ça peut consister aussi tout ce qui va être miction et déjection canine sur la voie publique. Je m'appelle Léon. Quelles sont les principales missions ? Donc les principales missions de la Brigade Verte, c'est déjà de faire de la pédagogie. Ça consiste à aller vers les personnes sur la voie publique et dès lors qu'on constate un mauvais comportement, ce qu'on fait, c'est qu'on va les prévenir que ce qu'ils viennent de faire, c'est une infraction. On a également la possibilité d'avoir de la répression. Donc la répression consiste à sanctionner. Les agents peuvent aussi verbaliser les personnes qui auraient jeté une cigarette sur la voie publique, jeté un chewing-gum sur la voie publique ou déposé une poubelle au mauvais endroit. Est-ce que vous mettez souvent des amendes aux gens ? Quand on a mis en place la Brigade Verte, il a été décidé dans un premier temps de faire de la pédagogie. Et depuis septembre 2022, on a commencé à verbaliser. On constate de plus en plus d'infractions. Non pas parce que les incivilités augmentent, juste parce que notre organisation nous permet aujourd'hui de lutter plus efficacement. Et qu'avez-vous fait après cette visite de l'UVE ?
À la déchetterie, y a-t-il des poubelles pour des déchets spécifiques? En déchetterie, on n'a pas de poubelles, c'est des jump box. Les jump box, c'est des cases assez hautes, en fait, tout simplement, 1 mètre sur 1 mètre et 1 mètre de haut, où est-ce qu'on vient mettre tout simplement tout ce qui est peinture, l'huile de friture, tout ça. Et après, on a des petites caissettes, tout simplement, ce qu'on remet, on différencie par rapport à la matière. Ça veut dire que si c'est de la base, ça va être tout ce qui est détergent, tout ce qui est ces choses-là, et en plus aérosol. Et on différencie vraiment tout pour pouvoir que ça soit collecté. Est-ce qu'il y a trop des déchets qui arrivent à la déchetterie et qui ne devraient pas y arriver? Il y a des déchets qui viennent en déchetterie qui ne devraient pas venir, comme les ordures ménagères ou des pièces automobiles ou les bouteilles de gaz. C'est des choses que nous, on ne peut pas redonner on ne peut pas les retrier, tout simplement. Même en ferraille, par exemple, les pièces automobiles, on va mettre en ferraille, mais notre collecteur, il n'en veut pas. Donc on est obligé de leur dire d'aller dans les casses auto. Mais c'est vrai que les usagers ne sont pas au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on peut accepter, tout ce qu'on refuse en déchetterie. On ne peut pas déposer de pièces auto en déchetterie? On doit aller dans une casse? Oh là là! Maintenant, j'en connais un rayon. Il te suffit d'aller voir Monsieur Breuil. En plus, il est hyper sympa. C'est un ferrailleur de Caen. Regarde un peu. Bonjour, je m'appelle Michael. Qui a eu l'idée de créer cette entreprise? Et depuis combien de temps existe-t-elle? L'entreprise existe depuis 102 ans cette année, créée en 1923 par mes grands-parents, d'origine auvergnate et qui sont arrivés sur Caen. Ensuite, il y a eu mon père et moi. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise en 1992. Pourquoi le recyclage de métaux est important? S'il n'y avait pas de gens qui recyclent les différents métaux, il y en aurait partout qui traîneraient dans la campagne, parce que depuis des années et des années, il y a du métal dans divers endroits. Les gens, il faut bien qu'ils s'en débarrassent. Solliciter les gens à le ramasser. Ça permet d'arrondir les fins de mois pour certaines personnes. Dans l'industrie, ils ont beaucoup de déchets, il faut le valoriser. Et puis, ça permet d'éviter d'extraire de nouveaux minerais. Et le recyclage des métaux permet de refaire de nouvelles matières métalliques. Quels métaux recyclez-vous en général et en quelle quantité sur l'année? L'acier, nous en faisons à peu près 450 tonnes. Tout ce qui est métaux cuivreux, une vingtaine de tonnes à l'année. Tout ce qui est métaux aluminium, à base d'aluminium, donc il y a plusieurs catégories différentes, mais en gros c'est pareil, une vingtaine de tonnes à l'année. Il y a de l'inox, il y a du zinc. En moyenne, on fait un petit 500 tonnes de métaux à l'année. Comment récupérez-vous les métaux? Il y a 2 parties dans notre métier, c'est qu'on dépose des bennes dans les usines pour récupérer les différents métaux. Et aussi, on envoie notre camion grue éventuellement pour charger avec la grue sur place dans l'usine. Et nous avons aussi une partie où que les gens nous amènent directement sur notre site, par leurs propres moyens, que ce soit des camions avec des remorques ou en vélo. Il y en a qui viennent en vélo. Que deviennent les métaux que vous récupérez? Il y a la partie recyclage pur et dur. Et les métaux partent en industrie, en fonderie pour être fondus et recyclés pour faire d'autres métals. Et on a aussi une partie recyclage, c'est-à-dire réemploi, on va dire. Pouvez-vous nous réexpliquer le réemploi? On donne une deuxième vie à des objets, à du métal. Tu as envie de bricoler une barrière, tu viens chez moi pour m'acheter de la ferraille de réemploi. C'est-à-dire que c'est de la ferraille que j'avais récupérée pour le recyclage, qui est propre, qui est droite, qui n'est pas tordue, et donc tu peux le réutiliser. Et moi, je vais te revendre ça à un prix pratiquement moitié moins cher que si tu achetais la barre dans un commerce en neuf. Donc après, ça peut être aussi des objets, c'est-à-dire que tu viens, tu te promènes dans notre site et tu vois une table. Et tu dis, tiens, j'ai besoin d'une table à la maison. Pareil, on va te la vendre, donc ça va être du réemploi. Le réemploi, ça c'est une idée astucieuse. C'est vrai que de nos jours, on consomme beaucoup trop. Et puis, il y a l'obsolescence programmée. Ça aussi, c'est un véritable problème. Oui, puisque ça t'intéresse tant que ça, sache que la nouvelle déchetterie de Colombelle possède un local réemploi. Mais le top du top sur le sujet, c'est la COP 5% évidemment. Ah, ça, je connais. On s'y est promené une fois avec ta mère. On cherchait une petite table de nuit. Il y avait d'ailleurs aussi de superbes beaux petits napperons que j'ai installés sur le... Tu vas pas me raconter l'histoire des napperons. Oh, bon. Quel objet peut-on donner à la ressourcerie? On va prendre les livres, les CD, les disques, les jouets, la vaisselle, la déco, les meubles, les objets électriques, électroniques,
les matériels sportifs, l'animalerie. On est vraiment sur tous les objets dont on peut avoir besoin au quotidien. Je m'appelle Oliver. À quoi servent les objets que l'on vous donne? Les objets que les gens abandonnent chez nous servent justement à être réutilisés, réemployés. Ils sont tous triés, vérifiés, nettoyés, réparés s'ils sont cassés et on les remet en circulation. Est-ce que cela vous arrive de refuser des objets? Oui, on refuse des objets en fonction justement de leur caractère dangereux pour les personnes qui vont les récupérer. Les peluches où on n'est pas sûr que ça a été produit selon des normes européennes, c'est des normes où on est sûr qu'ils ne sont pas nocifs pour les bébés ou les petits-enfants qui vont les récupérer après. Même si le matelas paraît très propre et en bonne qualité, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de maladies dedans, de microbes, de puces de lit. Donc c'est des objets qu'on ne peut malheureusement pas accepter. Comment ça se passe pour prendre à la déchetterie? On trie sur place, qu'on voit tout de suite qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Ce qu'on ne peut pas prendre, on va le rejeter dans la bonne poubelle, puisqu'il y a du recyclage, et le reste, on le met dans notre camion. C'est un système bien organisé et plutôt satisfaisant. Ouais, c'est pas toujours bien respecté. Il y a des gens qui jettent leurs déchets n'importe où. Et ça m'énerve. Maintenant, je ne vois plus que ça. Tiens, l'autre jour, quand j'allais à pied à l'école, j'ai vu une dame déposer son vieux grippin à côté d'une borne d'apport volontaire, comme ça, l'air de rien. Une borne d'apport volontaire, dis-tu? Bah ouais, une colonne à verre, quoi. Probablement anticipait-elle sur un passage des encombrants. Mais non, tonton, je te l'ai dit. Il n'y a plus d'encombrants. Ça, c'est du dépôt sauvage. Allô, quoi? J'ai trop le seum. Quand je vais à l'école, je vois à côté des poubelles des tas de déchets. Pourquoi vous intervenez pas? Est-ce qu'on est sur la voie publique ou dans la sphère privée? Si c'est dans la sphère privée, l'action de la police municipale n'a pas lieu d'être. Et certains espaces qui pourraient apparaître comme étant la voie publique, parfois appartiennent aux bailleurs, des grands bailleurs sociaux, tels que Inolia, Quand la mer Habitat, ont leurs propres règles de gestion des déchets. On pourrait imaginer de mettre en place des caméras ou des planques qui nécessiteraient parfois des jours de surveillance avant de tomber sur un contrevenant qui mettrait des déchets. Ça paraît disproportionné. Il y a la possibilité sur volontariat d'assermenter les employés qui travaillent dans les résidences, notamment les gardiens d'immeubles, pour qu'ils soient en mesure de verbaliser ce type d'infraction si jamais ils le constatent. Donc ce sera à mon sens plus efficace que des actions de la police municipale ou de la brigade verte. Est-ce que vous trouvez beaucoup de déchets dans les parcs? Oui, malheureusement, on trouve de nombreux déchets dans les parcs. Je travaille au chemin vert et dans tous les massifs, je vois plein de papiers divers et variés. Ça va du carambar au ticket de tram, les canettes et de temps en temps des trucs un peu moins reluisants comme les petites bouteilles de gaz qui servent pour... voilà, ça sert à faire rigoler, on va dire. Et aussi quelques seringues qui sont des fois médicales ou pas. Je m'appelle Leïna. Comment les déchets arrivent dans les massifs de fleurs? Il y a plusieurs moyens de locomotion pour un déchet. Déjà, il y a des personnes qui le jettent par terre, parce qu'une poubelle, c'est toujours trop loin, hélas. Il y a des fois aussi des poubelles qui sont renversées par le vent ou autre action, et le vent emporte tous les déchets un peu partout, et ça finit souvent dans les massifs parce qu'il y a des arbustes, et ça bloque le trajet. Est-ce que vous avez déjà retrouvé des déchets plus gros que les autres? Il y a un certain temps, on avait des grosses décharges en France. On n'a plus le droit d'en faire. Maintenant, il y a des centrales de tri. Et les gens ont gardé un peu l'habitude de se dire oh, au coin d'un virage, je peux laisser une machine à laver, un morceau de scooter, un sac avec de la vaisselle. Tout ce qu'on met normalement en déchetterie, des fois on les retrouve dans un massif ou dans un coin de bordure. C'est pas très reluisant, mais ça arrive.
abandonné? Alors un dépôt sauvage, c'est quelque chose qui va être plus conséquent. C'est surtout une question de volume, de masse. Donc ça va être retrouvé par exemple dans une forêt 500 kg, une tonne de gravats, d'objets électroniques qui ont été déposés de manière incivique par des personnes qui ne se préoccupent pas beaucoup de l'environnement. Et qui est ce monsieur ? Je m'appelle Michael Poirier. Mon entreprise se nomme Citeo. Mon métier, c'est responsable territorial. J'ai en charge la gestion de plusieurs régions, dont la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. D'où vient votre nom de votre entreprise? Citeo vient d'un mot qui est cité, la cité, qui vient du grec ancien et qui signifie la réunion d'une communauté de personnes, et de la lettre O, qui a pour symbole l'économie circulaire, l'union. Et il a été créé en 2017. Quel est son rapport à l'écologie? Citeo, c'est une entreprise à mission. Donc c'est pas une entreprise comme les autres. Une entreprise à mission, ça veut dire qu'elle a un but qui est autre qu'un but économique. Elle a un but notamment environnemental. Quels sont ses objectifs? Réduire le poids, le nombre d'emballages qui sont mis en marché, qui sont consommés par tout le monde chaque jour en France. Les éco-concevoir pour qu'ils aient le moins d'impact environnemental possible, le moins de pollution possible. L'idée, c'est à la fois que ces emballages soient le mieux conçus possible et qu'ils aient, quand ils existent, une fin de vie la plus vertueuse possible. Quel est le déchet le plus retrouvé sur les plages? C'est le mégot de cigarette. Comment les mégots de cigarettes se retrouvent sur les plages? Alors bien sûr, on retrouve des fumeurs sur les plages qui ne sont pas très vertueux et qui jettent leurs mégots dans le sable. Mais on a aussi, et c'est ça qui est le plus surprenant, des fumeurs qui se retrouvent en ville, dans Caen, et qui vont jeter leurs mégots de cigarette dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe? Ce mégot de cigarette finit dans les rivières, et les rivières, elles vont où les rivières? Elles se retrouvent à la mer. On a mis en ville plusieurs autocollants sur les trottoirs où est indiqué « Ici commence la mer ». Il y a une chance très très forte pour que ces déchets finissent à la mer et viennent empoisonner nos poissons, nos oiseaux, etc. Et puis salir la nature. Ma grand-mère disait tout le temps que jeter son mégot par terre, ce n'est pas si grave, parce que ça nourrit les pigeons. Mais tonton! Mais tu t'entends me dire tes horreurs? Les pigeons ne sont pas des poubelles! Ils ne sont pas là pour manger des mégots de cigarettes! Faut-il vraiment que je t'explique tout? Non mais c'est grave là! Je m'appelle Édouard. Qu'est-ce que l'ornithologie? Alors, c'est l'étude de la vie des oiseaux, comment ils vivent dans leur environnement naturel. Depuis quand l'association existe-t-elle? Alors, le groupe ornithologique normand, c'est une association qui est ancienne, puisqu'elle a été créée en 1972. Ça s'est développé et maintenant on est à plus de 1000 adhérents. Pourquoi faites-vous partie du projet Eugène? Le projet Eugène, c'est lié aux déchets. Les oiseaux, ils s'intéressent aux déchets. Ils s'intéressent aux déchets parce que dans les poubelles, il y a de la nourriture. Ça peut avoir des conséquences en termes de population d'oiseaux. Quel rôle jouent les déchets sur les nids des oiseaux? Il y a certains oiseaux qui utilisent des déchets plastiques pour faire leur nid. Par exemple, les goélands, ça leur arrive de prendre des morceaux de filet et puis de les mettre dans leur nid. Ça fait, c'est comme si c'était une herbe. Après, ça peut être plus embêtant. Par exemple, j'ai vu un petit oiseau qui s'appelle l'accenteur mouchet utiliser des déchets de bâtiments. C'était de la laine de verre pour faire son nid. Alors, le nid était très bien fait avec plein de laine de verre autour. Mais quand les poussins sont nés, je pense que ça a dû les gêner parce que la laine de verre, ça s'effrite. Ça irrite la peau des poussins quand ils sont tout petits, tout bébés. Les déchets ont-ils des impacts sur les migrations des oiseaux? La cigogne blanche, elle reste en Normandie. Au lieu de migrer en Afrique, comme c'était le cas auparavant, il y a un certain nombre de cigognes qui se nourrissent dans les décharges à ciel ouvert. Et donc elles trouvent suffisamment d'alimentation sur place pour passer l'hiver. Et quand elles ont une source de nourriture abondante, elles vont avoir tendance à rester au lieu d'aller chercher leur nourriture à droite à gauche. Ça les empêche de faire des gros déplacements. Pourquoi les oiseaux déchirent-ils les poubelles? Alors déjà, ce ne sont pas tous les oiseaux. C'est un certain groupe d'oiseaux, notamment ce qu'on appelle les laridés. C'est les mouettes, les goélands, mais essentiellement les goélands. Donc ils ont fini par comprendre que dans les poubelles, il y a des très bonnes choses à manger. Ils vont ouvrir les sacs poubelles et puis manger ce qu'ils trouvent. Les pigeons vont aussi se profiter de ce qu'ils trouvent dans les poubelles et les rats. Mais là, on ne parle plus d'oiseaux. On a évidemment une chanson sur les déchets.
déchets abandonnés. Elle raconte l'histoire d'un simple petit mégot jeté négligemment. Ah oui, le sujet des déchets, ça semble très politique finalement. Tu ne crois pas si bien dire. Il y a des élus dont le rôle est justement de s'occuper de ça. À Caen, chez nous, c'est Monsieur Le Cerf. Au sein de la communauté urbaine, je suis vice-président et je m'occupe de plusieurs sujets, en particulier les déchets. À quoi sert-elle ? Sur la question des déchets, ce sera organisé ce qu'on appelle la collecte des déchets, c'est-à-dire les rassembler dans des endroits dans lesquels ils vont pouvoir être collectés avec des véhicules. Et puis ensuite, ils vont être traités, c'est-à-dire soit triés, soit brûlés. Et puis, ça peut être aussi enfoui. On le fait de moins en moins et tant mieux dans d'autres endroits. Quels sont vos objectifs en tant qu'élu ? D'abord que les déchets soient les mieux traités possibles, mais aussi d'essayer de réduire les déchets et surtout qu'ils soient les mieux valorisés possibles. À votre avis, quelles sont les principales difficultés du recyclage pour une communauté urbaine ? Le principal frein au recyclage, c'est le mauvais tri. C'est la raison pour laquelle il faut bien faire attention aux consignes qui sont données. Il y a d'autres freins qui sont est-ce qu'on fait toujours le choix d'utiliser les produits qui sont tous les plus recyclables ? Il y a des produits, par exemple le polystyrène, qu'on ne sait pas aujourd'hui recycler. Quels sont les objectifs du recyclage ? Ce que l'on souhaite faire, c'est une valorisation de 100% de ce que l'on produit. Là où on est encore en limite de valorisation ou de recyclage, c'est quand on procède à ce qu'on appelle de l'enfouissement. Là-dessus, on est en train de réduire les choses et bientôt, ce sera interdit
de procéder à de l'enfouissement pour beaucoup de produits. Pouvez-vous nous dire combien de déchets est ramassé chaque semaine à Caen ? 110 000 tonnes de déchets qui sont ramassés sur une année. Donc par semaine, il faut diviser par 50. Et sur Caen, il faut réduire de moitié à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact en tête par rapport à une semaine. Ça, c'était une colle. Bonjour Monsieur Le Cerf, je m'appelle Marois. Les gens recyclent de plus en plus. Pourquoi n'y a-t-il qu'une collecte tous les 15 jours pour les bacs jaunes ? Les bacs ont été adaptés aux besoins des personnes. Ce sont des produits, ce que l'on met dans le bac jaune, qui ne pourrissent pas. Donc il n'y a pas de problème soit d'hygiène, soit d'odeur avec les bacs jaunes, si évidemment les gens trient bien. Mais nous faisons le pari qu'ils trient bien. Tu as dit d'ailleurs qu'ils triaient de mieux en mieux et nous nous en félicitons. Qui dit tous les 15 jours dit 2 fois moins de passages des camions. Et donc, ça signifie également 2 fois moins de pollution par les camions. D'ailleurs, nous réfléchissons au fait de pouvoir, dans les années qui viennent, réduire le nombre de passages des camions pour les bacs gris, parce qu'on s'aperçoit que les bacs gris ont très peu de choses maintenant, puisque les gens font du bon tri, et que d'autre part, nous avons de nouveaux dispositifs de tri, comme le tri à la source des biodéchets, qui permet d'enlever les biodéchets, tout ce qui est autour du repas, du bac gris également. D'ailleurs, tonton, il y a un truc que je trouve bizarre. On a rencontré un monsieur qui dirige une entreprise qui collecte des déchets. Pourquoi c'est pas toujours l'État qui collecte les déchets ? L'État ne peut pas être partout, Élise. Sans quoi, on dirait que c'est un État communiste. Donc, l'État, il compte sur la société civile et des entrepreneurs courageux pour organiser certaines choses. Comment s'appelait cette entreprise ? SEP. Bonjour, je m'appelle Sohan. Que signifie SEP ? Alors, SEP, ça signifie Service, Environnement, Propreté. J'ai souhaité qu'on ajoute valorisation parce qu'en fait, on est plutôt dans un modèle de valorisation aujourd'hui des déchets. C'est-à-dire qu'on essaie systématiquement de transformer la matière qu'on collecte pour la réutiliser. Quel est votre rôle dans la société ? J'anime une équipe avec différents salariés qui ont des rôles différents dans l'entreprise. D'où viennent les déchets ? Ils peuvent venir de déchetterie. Ce sont les déchets que les particuliers ont chez eux. Ensuite, il y a des déchets qui proviennent d'entreprises, par exemple qui transforment du bois, qui ont des chutes de bois, ou des paysagistes qui ont fait de l'entretien d'espaces verts dans des communes ou chez des particuliers. Quel type de déchets traitez-vous ? Moi, je préfère aujourd'hui le terme valoriser, parce qu'en fait, on transforme la matière qu'on nous apporte pour en faire un produit, une nouvelle matière, un amendement. Alors, je vais préciser un petit peu. Les déchets verts, en fait, ce sont les gazons, les pelouses, les feuilles en ce moment, la saison des feuilles, les branches. Ces déchets verts, en fait, on les broie, on les retourne plusieurs fois, on les arrose lorsqu'il y a besoin d'humidité. Au bout d'un certain temps, ces déchets, en fait, se sont dégradés. Et à la fin, on sépare la partie qui s'est bien décomposée de la partie qui ne s'est pas encore décomposée, c'est-à-dire le bois. Et ce qui reste, ça s'appelle en fait du compost. Que faites-vous des déchets une fois valorisés ? Les déchets verts, en fait, une fois transformés, la matière repart sur les sols, comme un engrais, comme un amendement organique. Pour ce qui est du bois, soit de fabriquer des panneaux, soit de pouvoir utiliser le bois comme un combustible. Tu vas être fière de moi, Élise, car nous aussi, ta tante et moi, on a un compost dans le fond du jardin. Je ne sais jamais exactement ce que l'on doit y mettre. J'ai d'ailleurs l'impression d'avoir reçu des informations contradictoires sur le sujet. Par exemple, les pelures d'orange, les restes de viande, on en fait quoi ? Bah, je crois que ça dépend un peu de où tu habites. Le problème de la viande, c'est que ça attire les rats. Pour les pelures d'orange, c'est plus une question d'acidité que tu vas mettre dans ton compost. Les vers de terre détestent ça. Mais attends, je te montre. On a aussi interrogé un maître composteur. Elle explique tout. Je m'appelle Judicaël, j'ai 9 ans. Qu'est-ce que l'on peut mettre dans un composteur ? Ah, dans un composteur, on peut mettre beaucoup de choses. 30% des déchets que l'on met aujourd'hui dans notre sac d'ordures ménagères, on peut les composter. Ces déchets-là, il s'agit essentiellement de toutes les épluchures de fruits, de légumes, marcs de café, sachets de thé, coquilles d'œufs, noix, des boîtes à carton par exemple pour les œufs, on peut tout à fait les composter très facilement. Tous les légumes abîmés, quand il y a un fruit, une tomate, quelque chose qui s'abîme, on peut tout à fait le composter. Les fleurs fanées aussi. Et je retourne mon mémoterie, il y a aussi des choses qu'on ne met pas. Par exemple, on ne met pas de pain.
un peu peut-être pour le symbole de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et aussi parce qu'on sait que ça se décompose très mal et que ça risque d'attirer par exemple des petites souris. Comment fonctionne le composteur? En fait, ça fonctionne un peu à l'image d'une forêt. Les feuilles tombent, les branches tombent, et quand vous allez revenir dans cette même forêt un an après, tout ça va se dégrader au fil du temps, grâce au vent, grâce à l'eau qui va tomber, grâce à tous les animaux, les bactéries, les champignons qui sont dans la terre et qui permettent une dégradation. Et au bout de 12 mois, en fait, tout ça va se transformer en humus. La question, c'est comment doit-on s'occuper d'un composteur? Est-ce qu'il faut rajouter des vers de terre? Tout d'abord, on apporte à manger, on va dire, au composteur. Donc tous les déchets alimentaires, on met ce qu'on appelle de la matière sèche, des feuilles, des petits branchages, du broyat, bref, quelque chose de ligneux qui ressemble un peu à du bois, ce que vous trouvez en fait autour de votre composteur. Hein. Et quelque chose d'important, c'est qu'il faut également brasser, parce que dans un composteur, il y a des animaux qui vivent, et donc ces animaux, et comme tu l'as dit, les vers de terre vivent dans un milieu où il y a de l'air. On peut en rajouter, c'est pas obligatoire. c'est qu'en fait, avant l'arrivée de l'industrie du métal et du plastique, on n'avait pas du tout les mêmes problèmes, parce que quasiment tout était biodégradable rapidement. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le plastique, c'est juste un fléau.
Remarque, on a quand même rencontré un monsieur qui arrive à transformer nos déchets plastiques en meubles. C'est quand même plus malin que de les enterrer. Bonjour, je m'appelle Anna. Que fabrique votre société? Alors, notre société fabrique du mobilier urbain, des tables de pique-nique, des bancs, des bacs à fleurs, des poubelles, des abris de jardin. Tout ce qui se fait en bois peut être réalisé en plastique recyclé avec l'avantage d'avoir un matériau qui ne se dégrade pas dans le temps, qui ne va pas pourrir. Le plastique recyclé, c'est un matériau qui est très durable, puisqu'aujourd'hui, on garantit cette matière 25 ans. Ces produits qui ont été vendus il y a 25 ans sont toujours en très très bon état. Probablement que dans 5 ans, on dira le plastique recyclé garantit 30 ans. Combien de temps faut-il pour fabriquer un produit? Un banc, ça va être entre 2 et 3 heures. Une table de pique-nique, ça va aller entre 3 et 5 heures. Pour faire un abri de jardin, il va nous falloir à peu près une vingtaine d'heures. Quel type de déchets recyclés utilisez-vous pour créer vos produits? Principalement 2 types de déchets. Donc du déchet ménager, c'est ce que vous mettez dans les bacs jaunes, dans les poubelles de tri. Et puis il y a également ce qu'on appelle le déchet industriel. Des pièces ratées vont avoir des fins de série, vont avoir des changements de couleur. Et qui donc vont être, pour nous, réutilisées et transformées pour faire ce que je vous ai amené ici. Vous voyez, ça c'est des petits copeaux de plastique qui ont été préalablement séparés, triés. Donc là, on va utiliser une seule catégorie de plastique qui va ensuite être fondue avec un colorant pour obtenir des planches. Et entre autres, voilà, aujourd'hui, on a 8 couleurs différentes. Ce sont des produits qui sont ce qu'on appelle teintés dans la masse, c'est-à-dire que dans le milieu comme sur l'extérieur, on a la même couleur. C'est vraiment une couleur qui est uniforme et qui est homogène. Combien de bouteilles recyclées utilisez-vous par an? L'équivalent de 400 tonnes, ce qui représente à peu près entre 12 et 14 millions de bouteilles. Seulement 30% des plastiques qui sont récupérés sont réellement recyclés. Le banc sur lequel je suis assis, là, aujourd'hui, 2500 à 3000 bouteilles. Une table de pique-nique, c'est à peu près 5000 bouteilles. C'est vraiment un super projet que tu as fait là, ma petite Élise. Ouais. Et encore, je t'ai pas tout raconté. Il y a beaucoup trop de trucs à dire. J'imagine. D'ailleurs, comment as-tu appris à chanter aussi bien? Il y a un monsieur, Edgar, qui est venu dans nos classes pour nous apprendre les chansons. On a aussi beaucoup répété avec nos profs. Mon fier destrier s'appelle Bernard. Il gronde, il gronde, il gronde et élimine la pourriture. Oui, j'essaie de vous faire passer les intentions quand je fais ça, c'est-à-dire pas fort. Là, majestueux. Les chansons sont des compositions originales pour le projet d'un certain Jean Détraz. Il y a ce côté aussi toujours... Ça c'est peut-être un solo de hautbois par exemple. Ouais, d'accord. J'ai pas complètement fini ça, cette transition. C'est marrant quand on y pense, chanter les poubelles. C'est vraiment faire du beau avec du lait. Au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de paroles à apprendre et aussi parce qu'Edgar nous demandait de chanter comme Madame Prout-Prout ma chère. Bah, qu'est-ce que tu racontes, Élise? Madame Prout comment? Madame Prout-Prout ma chère. C'est une diva un peu Castafiore. À vous. Super. You Philippe. La moquette est rouge. You Philippe. Dans les autres trucs sympas qu'on a fait, il y avait une chasse aux déchets dans nos quartiers. Au début, j'étais un peu dégoûtée, j'avais pas trop envie. Mais bon, faut bien ramasser les cochonneries des autres si on veut un monde plus beau et plus propre. Et s'il y avait une chose que tu devais retenir de tout ce projet, ce serait quoi? Franchement, je crois que c'est la règle des 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et bien sûr, rendre à la terre. Si tu la suis, c'est que tu vas dans le bon sens. Dans la Somme, sous
chanter pour me la rappeler. Sortez, car le meilleur déchet est celui qu'on n'a pas. Réduire est ce bien nécessaire, d'acheter à tout va. Réparer les objets abîmés pour une seconde vie. Recycler, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, la chimie. Et renvoie à la terre, fini le pillage, vive le compostage. Brûler, chanter, réduire, réparer, recycler. Et renvoie à la terre, fini le pillage, vive le compostage. Suffit de chanter pour se la rappeler. Eh bien, ma petite Élise, tu m'as convaincu, je serai là à ton concert. Et puis surtout, avec toutes tes explications, je vais essayer de m'améliorer. Comme le dit le dicton, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Alors je vais redoubler d'efforts. Ça me fait plaisir de l'entendre, tonton. Parce que toi, t'es déjà très vieux. Mais moi, je veux pas vivre dans une poubelle tout le reste de ma vie. D'accord. Bon, je vais devoir te laisser. On se retrouve au concert alors. Attends, tonton, une dernière chose. Tu accepterais de chanter une chanson avec nous le jour du concert? Chanter une chanson? Mais non, Élise, moi je chante faux à faire fuir les chats. Mais si, tonton, allez! Bon, d'accord, je chanterai. C'est un hymne, une sorte de déclaration de guerre aux mauvaises pratiques concernant les déchets. En plus, on dirait une chanson de Walt Disney. Elle n'est pas difficile à apprendre, tu vas voir. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous allons donc apprendre ce premier couplet ensemble. Vous aurez les paroles pour les suivants juste après. Alors il me faudrait un petit seul, s'il vous plaît, Gilles. Je chante, vous répétez. Ordure, raclure qui s'accroche à nos pieds. 1 et 2. C'est pas mal, vous trouvez ça comment les enfants? On va recommencer alors, on va le refaire. On y met du cœur, je vous le refais. Ordure, raclure qui s'accroche à nos pieds. 1 et 2. Pas mal, je fais la suite. Papier, plastique envahissent nos quartiers. C'est notre société, on va tout changer. Ça c'est super, ça se répète 2 fois. Et après on a un autre petit passage musical, je vous le fais tout de suite. La nouvelle génération. 1, 2. La nouvelle génération veut passer à l'action. Retrouver la verdure. L'harmonie la nature, excusez-moi. Et l'harmonie, la nature. L'harmonie de la nature. J'ai compris, j'ai sauté une phrase, mais vous avez dû comprendre aussi en regardant le texte. Très bien, et ben on se refait ça une petite fois. On chante une fois le couplet avec les parents, ordure, raclure, tous ensemble. Allez, a cappella sans orchestre, Juste un petit seul, s'il vous plaît. Allez, juste une fois le premier couplet. Chut, les enfants. Chut. 1, 2. Ordure, raclure qui s'accroche à nos pieds.
maintenant. La nouvelle génération. 1, 2. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie, la nature. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie de la nature. Eh ben, je crois que vous êtes prêts. On y va. Ordures, raclures qui s'accrochent à nos pieds, pas des plastiques, envahissent nos quartiers. C'est notre société, on va tout changer. Ordures, raclures qui s'accrochent à nos pieds, pas des plastiques, envahissent nos quartiers. C'est notre société, on va tout changer. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie, la nature. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie de la nature. Nourriture, souillure, dans nos rues c'est le ravage, produits chimiques, tout ce qui est sauvage. C'est notre société, on va tout changer. Nourriture, souillure, dans nos rues c'est le ravage, produits chimiques, tout ce qui est sauvage. C'est notre société, on va tout changer. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie, la nature. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie de la nature. Nourriture, souillure, c'est la faute à l'emballage. Police, givrette, véritable gaspillage. C'est notre société, on va tout changer. Cueillir comme un sauvage, la boue bien l'industrie qui détruit, qui ravage, sans se soucier du tri. Trier, c'est irracine. Ordures, raclures, nourriture, souillure, polychlorure. On va tout changer. Gilles Hey, notre chef d'orchestre. Et vous avez entendu l'orchestre Erato. Alors les enfants, ça va vous intéresser parce que tout au long de l'année, vous avez peut-être entendu en tant que parents sur YouTube les chansons, vous les connaissez peut-être déjà par cœur en vérité, car elles sont toutes postées sur YouTube et on a eu besoin du coup pour réaliser ces maquettes afin de permettre aux professeurs, aux enseignants, aux enfants de pouvoir travailler ces chansons. On a eu besoin d'une voix qui se posait sur ces maquettes pour leur donner un exemple vocal. J'ai fait appel à un jeune qui s'appelle Vadim Vincent et qui est un ancien maîtrisien de la maîtrise de Caen et qui nous a fait l'honneur de poser sa voix sur toutes les chansons durant l'année. Vous m'avez maintes fois, les enfants, posé la question « Mais c'est qui Vadim ?» J'appelle Vadim.
pour monter ce projet de pouvoir travailler avec des gens formidables, et notamment de la communauté urbaine, du CIVEDAC et tous nos partenaires que je vais vous présenter après. Mais notamment, j'aimerais particulièrement remercier les personnes qui m'ont aidé à co-construire ce parcours environnemental que vos enfants ont pu réaliser durant cette année. Et j'appelle Madame Louvet, Madame Jacob et Madame Pellegrin. Oh, monsieur, ce sont les vôtres? Bien sûr. Pour ouvrir cette petite cérémonie des récompenses, des trophées Eugène, je voudrais passer le micro à Monsieur Joyot, si vous voulez bien, pour nous ouvrir cette cérémonie. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais dans un premier temps féliciter tous les élèves qui nous ont offert ce soir un spectacle magnifique. Merci à vous, c'était exceptionnel. Bravo pour le travail qui a été mené, je crois, depuis janvier. Et c'est un rendu ce soir qui est exceptionnel, tant sur la prestation live, sur le chant évidemment, que sur le film que vous avez mené. Alors, je vais plus oser parler des déchets, parce qu'on ne peut pas en parler mieux que vous l'avez fait ce soir. Donc, merci beaucoup à vous. Je souhaiterais évidemment remercier toutes les équipes qui ont entouré, accompagné les élèves sur ces derniers mois pour la réalisation de ce beau projet sur une thématique qui est importante en matière de développement durable et qui est une préoccupation quotidienne pour nos collectivités. Et je souhaite également évidemment remercier les agents de nos collectivités locales et les différents partenaires qui ont œuvré à ce projet. Nos agents travaillent au quotidien sur cet enjeu de la propreté urbaine, de la collecte, du traitement, de la valorisation des déchets. Ils travaillent matin, midi, soir, la nuit. Quand la fête se termine pour les uns, le travail commence pour les autres. Quand la fête de la musique se termine, le travail commence pour certains. Quand le carnaval étudiant se termine, le travail commence pour certains. Je souhaite très très sincèrement remercier tous nos agents des collectivités locales et tous les partenaires qui nous entourent, puisque si nous avons la chance d'habiter sur un territoire qui est très propre et assez vertueux d'ailleurs dans le traitement de ces déchets, nous leur devons bien évidemment. Donc je ne serai pas plus long, on va pouvoir passer à la remise des prix. Merci. Et un dernier mot peut-être, pour remercier l'orchestre qui a accompagné les élèves ce soir, remercier toutes les équipes du théâtre qui nous accueillent ce soir également et qui font vivre cet équipement culturel majeur du territoire au quotidien. Donc, des remerciements à chacune et chacun d'entre vous. Et nous pouvons donc passer à la remise des trophées. De Le Chanteur, 6e 1. Bravo. Guillaume de Normandie, 6e 1. Guillaume de Normandie, 6e 3. d'Albert Camus. Nous avons la 6e 3 de Le Chanteur. Alors ensuite Sandor, le groupe 1, avec Madame Bonnier. Ensuite nous avons la 6e 6 de Guillaume de Normandie. 6e 6 de Guillaume. Super. Ensuite nous avons le CM2 groupe B de Camus.
avec l'entreprise Espace Urbain Pascal Rousseau, les CM1 de Veille, l'école Veille de Yves. École Sangor, groupe 2, je t'en prie bien. Et voilà. Représentant la ville de Yves, monsieur Patard Legendre, qui remplace Gaël Janssen avec les CM1 de Veille. En l'absence de monsieur Penlay, madame Louvet remettra le prix pour la 6e 4 du collège Le Chanteur. Pour le groupe ornithologique normand, c'est monsieur Jagu qui remettra le prix à la 6e 2 de Le Chanteur. Pour la Sirac, c'est madame Jacob qui remettra le prix à la 6e 5. 6e 5. Sixième 4, la 6e 4. Et le dernier prix, merci beaucoup. Et le dernier prix, c'est Julien qui va le remettre encore une fois. C'est le prix pour la 6e 2 de Guillaume de Normandie. Eh bien, je crois qu'on peut encore les applaudir tous. Bravo. Passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie de la nature. Pourriture, souillure, dans nos rues c'est le ravage. Produits chimiques, tue tout ce qui est sauvage. C'est notre société, on va tout changer. Pourriture, souillure, dans nos rues c'est le ravage. Produits chimiques, tue tout ce qui est sauvage. C'est notre société, on va tout changer. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie, la nature. La nouvelle génération veut passer à l'action, retrouver la verdure, l'harmonie de la nature. Polydorure, c'est la foire à l'emballage. Polystyrène, véritable gaspillage. C'est notre société, on va tout changer. Qui est vraiment sauvage, l'air ou bien l'industrie? Qui détruit, qui ravage, sans se soucier du tri? Trier, c'est si facile.